Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 1 de Vocation le podcast. Le podcast où je m'entretiens avec des professionnels de différents milieux dans le but de vous faire découvrir les réalités de leur métier. Aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir pour ce premier épisode-là avec Christian Deshaies, qui est professeur de mathématiques là, au niveau secondaire. Cette discussion-là, elle fut fort intéressante. En fait, Christian nous parle de toutes les réalités du métier d'enseignant, de tout l'accompagnement qui doit être fait, évidemment, avec ses élèves. Mais Christian nous donne aussi un excellent conseil pour les gens qui souhaitent en savoir plus ou qui sont peut-être pas sûrs à savoir est-ce que c'est le métier qui est fait pour eux. Une façon, en fait, justement, de savoir rapidement, là, puis avant même de se lancer dans un programme en enseignement à l'université. Donc, je vous invite à porter bien attention à ce passage-là au courant de l'émission. Si jamais vous écoutez le podcast puis vous vient un flash en tête là, de quelqu'un que vous aimeriez nous référer pour qu'on le rencontre, pour vous faire découvrir son métier, je vous invite à nous contacter là, via le courriel ou encore les réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran. Sur ce, je vous souhaite un bon podcast. D'avoir accepté l'invitation. Merci Alex de m'avoir invité. C'est toujours un privilège pour un enseignant d'avoir une tribune sur laquelle parler. On est tout le temps content. Yes, très, très content, Christian. Fait que, mettons, d'abord, là, la première chose que je te demanderais un peu, tu sais, tes profs de maths au secondaire, tu peux peut-être nous parler un peu de ta tâche puis des groupes auxquels tu enseignes? Moi, je suis chanceux. Je suis chanceux parce que j'ai les groupes que je voulais avoir quand j'ai fait mon bac. J'ai 2 groupes de maths fortes. Donc, on appelle ça SN de 5. C'est la maths qui permet d'aller en sciences nature au cégep. Okay. J'ai un groupe de Pékin. C'est un groupe d'adaptation scolaire des élèves qui visent d'avoir leur préalable pour entrer au DEP. Donc, okay. Français, anglais, maths, tout dépendant de leur DEP. Des fois, c'est secondaire 3, des fois, c'est secondaire 4, des fois, c'est un mélange des deux. Et j'ai un groupe de sport-études basket. Je coach l'équipe juvénile féminin. Donc, c'est aussi une période à tous les jours là, de mon horaire. OK. Fait que relativement diversifié quand même. Là. Fait que tu fais un peu de sport, un peu de maths. Pas juste dans le créneau des maths. Là, non, exactement. Là, le cours de SN de 5, à cause de l'horaire, on est tombé à 5 fois 9 jours. Son horaire sur 9 jours. Mm-hmm. Le groupe de Pékin, c'est 6 fois 9 jours. Mais normalement, SN avant, puis dans les autres écoles aussi, c'est 6 fois 9 jours. Puis le sport-études 9, fait que c'est ça. J'ai 16 périodes de maths, 9 périodes de basket. Donc, c'est assez équilibré. OK. Puis comment est-ce que ça fonctionne? C'est là, toi, tu dis c'est la tâche que toi, tu voulais avoir, mettons. Mais comment est-ce que ça fonctionne, l'attribution des tâches? C'est comment tu t'es fait pour ramasser ces groupes-là, dans le fond? Bien, en fait, on demande... on a un document de préférence de tâches qu'on donne à notre direction en fin d'année pour l'année d'après. C'est seulement les enseignants qui sont en poste, qui sont permanents, qui remplissent ce document-là. Mm-hmm. En fonction des préférences que le directeur reçoit, ben, il essaie de faire plaisir un peu le plus possible à tout le monde. C'est sûr que lui, il y a certaines contraintes qu'il doit tenir compte. Donc, exemple, moi, je ne peux pas enseigner à la première période le matin parce que j'ai mon groupe de basket. Okay. Donc, le plus possible, il me donne des groupes qui n'ont pas de maths à la première période. Donc là, ça fait en sorte que si moi j'ai ces groupes-là, d'autres enseignants de maths ne peuvent pas les avoir, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit casse-tête à faire en fonction des contraintes de chacun, en fonction de il y a combien de groupes, parce que c'est pas toutes les années, exemple, on prend la maths forte de 5, mais des années, il y a 3 groupes, des années, il y a 2 groupes, des années, il y en a 4. Donc là, ça change beaucoup combien de groupes qu'il doit donner à chaque enseignant. Donc, c'est un peu ça le casse-tête que le directeur a à faire, mais nous, essentiellement, on fait une liste de les cours qu'on veut enseigner, puis il essaie d'en tenir compte le plus possible, mais c'est sûr qu'à toutes les années, on n'a pas la tâche qu'on a demandé, mais le plus possible, il essaie d'en tenir compte. Puis comment est-ce que ça fonctionne si, mettons, il y a un autre enseignant qui veut exactement les mêmes cours que toi? J'imagine que ça fonctionne avec les années d'expérience? Ou? Oui, puis non. Des fois, ça peut dépendre. Exemple, le cours de maths forte de 4, que c'est un cours avec un examen du ministère, mais c'est sûr que le directeur, il va peut-être avoir tendance à placer un enseignant qui a plus d'expérience dans ce cours-là, afin d'aider davantage les élèves à passer leur examen du ministère versus le cours de maths forte de 5, qui n'a pas d'examen du ministère à la fin de l'année. Entre parenthèses, il est comme un peu moins important parce que
oui, il faut que l'élève passe, sauf que c'est possible de changer l'évaluation, c'est possible de changer plein de choses, versus l'évaluation du ministère à la fin du secondaire 4, elle, on peut pas le changer. Il faut corriger comme le ministère nous demande de le corriger, et ainsi de suite. Fait que un peu comme un coach dans un sport, le directeur, il place ses joueurs aux meilleurs endroits, puis avoir les moins grosses faiblesses possibles, puis les forces aux places où est-ce que c'est important. Donc, fait que c'est ça, c'est le directeur vraiment qui chapeaute là, en fonction des forces là, des différents acteurs dans le milieu. Exactement. Puis aussi de l'expérience. Il y a des enseignants que ça fait des années qui enseignent la maths de 3. Ben, des fois, pas changer de place pour rien. Il est rendu bon, il est rendu efficace. Puis souvent, c'est un pilier aussi, exemple, pour la maths de 3. Fait que si un nouvel enseignant qui arrive pour enseigner la maths de 3, ben, il connaît tout le matériel, il est capable de le guider là-dedans et ainsi de suite. Il connaît les évaluations, il est plusieurs évaluations pour le même chapitre, puis il est capable de dire bon, ben, cette année, on va modifier un petit peu telle question. Cette question-là, ça fait des années qu'elle est ratée. On va modifier notre enseignement pour que les élèves apprennent mieux cette partie de chapitre-là, et ainsi de suite. Donc, ça peut être bon aussi, des fois, de laisser des enseignants sur la même chaise pour qu'ils guident un peu les autres. Là. Donc, OK, cool. Puis, tu sais, c'est ça, dans le fond, vocation, le podcast, le but, c'est de faire découvrir des métiers à nos jeunes. Évidemment, le métier de prof, on est pas mal tous familiers avec ça parce qu'en grosse majorité, on a tous fait un parcours scolaire. Mais on est familier avec la portion d'enseignement, de passation des connaissances. Là. Mais je sais que la job de prof, c'est pas mal plus que ça. Peux-tu nous parler un peu dans une semaine, Christian Deshaies, à titre de prof de maths, tu fais quoi, ta planification, c'est quoi tes pourcentages un peu de temps que tu alloues à chacune de ces facettes-là? Oui, bien effectivement, je te dirais que le temps en face de l'élève correspond à peu près à 60% du temps qu'on a au secondaire. Probablement qu'au primaire, c'est très, très, très différent. Donc, je te dirais un bon 60% en face de l'élève. Je te dirais qu'il y a un bon 25% qui est de la planification. Vraiment au niveau de l'examen, au niveau aussi juste en fonction des années précédentes, en fonction de cette année-là, comment que les élèves progressent à l'intérieur d'un même chapitre, sur remanier un peu la manière qu'on va montrer les choses. Il y a un bon 10% qui vient de la nouvelle information qu'on reçoit, fait que de l'information des CP, l'information qu'on fait nous-mêmes quand on fait des recherches, quand on fouille dans un nouveau cahier d'exercice et ainsi de suite, puis on fait comme « Ah, ça c'est hot, je vais l'intégrer à mon cours » ou des choses comme ça. Puis je dirais qu'il y a un 5% qui est plus de l'administratif, fait que tout ce qui est au niveau des plans d'intervention, au niveau des rencontres avec la direction, au niveau des rencontres avec les nouvelles directives de le soir avec la COVID, on en a ce 5%-là est devenu 25%. Là, mais n'importe quelle nouvelle directive de l'école et de nouveaux règlements, des fois, c'est beaucoup de consultations sur tel règlement, on n'arrive pas à le faire appliquer, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le continue, est-ce qu'on met des manières de l'appliquer différentes ou on fait juste tout simplement l'abandonner. Fait que, on peut penser au cellulaire que dans les 10 dernières années, ça a complètement changé. Au début, c'était je vois un cellulaire, je le confisque. Puis là, maintenant, ben, la majorité des classes ont une petite boîte, puis tu laisses ton cellulaire en arrivant dans la classe, puis tu le reprends après. Puis de plus en plus, c'est les enseignants essaient de l'intégrer. Donc, prends ton cellulaire, fais une recherche, prends... Cool. Prends ton cellulaire, écris dans ton agenda personnel que tu as un examen dans 2 semaines, et ainsi de suite. Donc, on essaie de plus en plus de l'intégrer. Donc, fait que c'est pour ça un peu ces consultations-là pour voir qu'est-ce qu'on en fait et comment on évolue aussi avec... parce qu'on ne se le cachera pas, l'école est un... je dis ça de même, un bon 10 ans en arrière de la société, de l'évolution. Donc, on essaie de se rattraper tranquillement, pas vite, puis on essaie aussi d'adapter parce que le but de l'école secondaire, c'est de préparer des jeunes à vivre en société, d'être de bons citoyens. Tu sais. Donc, vu que la vie citoyenne change, ben, l'école devrait changer aussi, puis afin de permettre aux jeunes d'être prêts à ça. Mais c'est sûr qu'on est un petit peu en arrière de ce côté-là. J'ai petite flèche, le ministère de l'Éducation ne nous aide pas non plus avec la réforme qui a été bâclée un petit peu puis qui a été mal amenée.
puis toutes les contraintes qu'on a, justement, les examens du ministère, et ainsi de suite, qui vont peut-être ne jamais, cette année, il n'y en aura pas, puis peut-être qu'ils ne reviendront jamais non plus. Okay. C'est sûr que il y a beaucoup de contradictions dans ce qu'on nous demande de faire, puis comment qu'on nous demande de le faire, et le fait de devoir mais aider à la création de citoyens autonomes. Ouais. Mais c'est ça, je pense qu'on est avec la COVID, en plus, on est dans un bouillonnement où est-ce que l'école risque de changer beaucoup en sortant de ça. Mm-hmm. Puis ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, pour revenir au téléphone cellulaire, nous autres, moi, en tant que travailleur, dans ma job, je m'en sers à toutes les 2 fois par heure de mon téléphone. Ouais. Fait que là, dans le fond, je comprends bien que vous autres essayez de l'intégrer un peu parce que ça fait du bon sens. Parce que dans la vie de tous les jours, il va falloir qu'ils s'en servent de ces technologies-là. Il va falloir qu'ils s'en servent, il va falloir qu'ils apprennent à le gérer aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne ferment pas leur sonnerie, s'habillent une notification sur Facebook, Sandra t'a tagué dans ta photo, ça n'a rien à voir avec ton travail. Puis, il sort, tu regardes, puis là, tu te mets à swipe down, swipe up, whatever. Ouais. Puis, là, tu viens merde, je viens de perdre 5 minutes. Ouais, exact. Comment gérer ça? Puis les jeunes vont falloir qu'ils apprennent à se connaître, puis les vieux aussi, parce que ça rentre dans la vie de tout le monde. Puis comment je fais pour justement ne pas me faire déranger un 5 minutes par-ci, un 5 minutes par-là, puis à la fin de la journée, c'est 2 heures que j'ai pas travaillé parce que j'étais sur mon téléphone. Donc, ça, mais tu sais, c'est justement, on n'a pas nécessairement de cours de psychologie ou de cours d'apprendre à se connaître soi-même puis trouver des trucs. Puis c'est vraiment de base. Ça devrait faire partie de l'éducation parentale aussi. On ne faut pas tout pitcher à l'école secondaire non plus. Exactement, oui. Mais justement, il y a un cours ou des notions d'éducation parentale qui arrêtent de se transmettre de génération en génération. Puis de plus en plus de parents qui pitchent dans votre cours dans notre cours à nous. Puis ce qui fait en sorte que, justement, quand je parle de bouillonnement et tout ça, ben ça, c'est une des choses que la société québécoise devrait se poser comme question. Qu'est-ce qu'on veut donner comme responsabilité à l'école, puis qu'est-ce qu'on ne veut pas donner comme responsabilité à l'école. Puis nous, comme prof aussi, c'est ça qu'on... C'est de prendre position aussi là-dedans puis de donner votre point de vue, parce que c'est vous autres les acteurs principaux, dans le fond, si je comprends bien. Puis, dans le fond, ta job à toi, c'est plus qu'être prof de maths, c'est de former des futurs travailleurs dans le créneau de la mathématique, mais en touchant d'autres choses à l'intérieur de ta matière. Ben, même travailleur, même plus citoyen. Évidemment, on veut un citoyen qui est responsable, qui sait pourquoi il paye des impôts, puis qui sait que mes impôts, c'est pas le gouvernement qui me vole et ainsi de suite, mais mon impôt très souvent, puis tout dépendant de combien que je gagne, mais des fois, j'en reçois beaucoup plus que j'en paye. La fois que mon enfant tombe malade, qui est hospitalisé pendant une semaine, ça m'aurait coûté 50 000. Ben là, c'est bien plate, mais de l'impôt, ça va me prendre 3 ans de travail pour payer 50 000 d'impôts. Oui, exact. Etc. Fait que c'est des choses comme ça. Puis, mettons, pour revenir à la portion planification, j'imagine que là, tu nous parles justement de former des citoyens à l'intérieur de ton cours de maths, là. Est-ce que tu as de l'espace à l'intérieur de ta planification? Qu'est-ce qui dicte un peu ta planification de cours? On parlait du ministère tantôt. Est-ce que tu es vraiment très encadré par eux autres puis ta planif change pas vraiment à chaque année? As-tu du jeu là-dedans? Es-tu capable d'intégrer des choses à l'intérieur de ta planification pour justement aller au-delà de juste la mathématique et les formules? Il y a quelques guides au niveau des fonctions, pas des fonctions, mais des choses enseignées, puis à quel point on doit se rendre loin dans l'apprentissage de ces choses-là, mais c'est très, très peu restrictif, je te dirais. Puis c'est pas si clair que ça non plus. Donc, 2 enseignants de la même région, avec la même clientèle, le même cours, peuvent interpréter de manière complètement différente ce que le ministère nous envoie. Okay. Et il y en a un qui pourrait dire « Hey, j'ai aucun espace, là, je suis... à côté de A à Z pendant toute l'année, puis j'ai besoin de toutes mes minutes pour finir par rentrer dans mon cours. » Puis l'autre d'après dirait « Ah non, moi, mon curriculum est vraiment relax, là, j'ai le temps de passer plein d'affaires différentes, et ainsi de suite. » Donc, c'est vraiment chaque prof qui peut l'interpréter différemment, là. La majorité du temps, ce qu'on nous demande de faire, puis un peu à l'université, ce qu'on nous montre aussi, c'est de l'intégrer à l'intérieur du cours. Donc, c'est au travers de la matière. Si je montre la fonction exponentielle, je vais parler des prêts hypothécaires, je vais parler des placements aussi. Okay.
Je parle de la fonction racine carrée, mais je vais essayer, ou la fonction exponentielle, je vais essayer quadratique, mais je vais essayer de plugger les bactéries un peu, puis les virus, puis ces affaires-là. Mais ça, c'est la partie, quand je te parlais 25% de planification, c'est la partie qui nous demanderait comme des heures et des heures de plus pour faire des recherches, avoir un CP qui est à côté de nous, qui fait des recherches, puis être capable de monter des activités qui sont comme vraiment, vraiment intéressantes. Puis l'objectif un peu, c'est de créer un besoin chez l'élève. Il faut que l'élève ait envie d'apprendre sur les bactéries, qu'il ait envie d'apprendre sur c'est quoi une hypothèque, et ainsi de suite. Mais c'est tout justement le gravy autour qui doit être présent et qui est dur à apporter parce que des fois, les élèves à cet âge-là, c'est mon cellulaire, mon Facebook, et ainsi de suite, puis le reste m'en fout pas mal. Ouais, donc, exact. Donc, d'être capable d'apporter toute cette curiosité-là autour de certains sujets qui sont importants pour un citoyen, mais en même temps de passer ta matière. Puis là, souvent, c'est le lien entre les deux qui, je commence à parler d'hypothèque, tout ça, puis là, finalement, c'est super intéressant. Il y a la moitié de la classe qui est super attentif, mais le lien avec la matière est difficile à faire. OK, je comprends. Fait que dans le fond, un bon professeur, c'est quelqu'un qui est capable d'intégrer ces différents aspects-là. Ou un excellent professeur, c'est quelqu'un qui est capable d'intégrer ces affaires-là à l'intérieur de sa matière de cours. Évidemment, c'est pas évident à faire, mais j'imagine que ça, c'est une qualité d'un bon enseignant. Là. Exactement. Puis ça rend la matière plus concrète, ça rend la matière plus intéressante à apprendre. Donc, les élèves savent que leur évaluation sur le chapitre, c'est de quoi qui va leur servir, pas nécessairement concrètement dans la vie de tous les jours, mais les notions générales ou la manière de réfléchir par rapport à ces savoirs-là vont leur être utiles dans leur vie de tous les jours plus tard. Puis en même temps, ils apprennent sur les choses plus spécifiques qui, eux, vont être vraiment utilisées concrètement dans leur vie de tous les jours. Oui, exact. Mais dans le fond, c'est ça, tu n'es pas nécessairement obligé d'apporter ces choses-là à l'intérieur de ta pratique. Là, tu pourrais quand même juste t'en tenir à, tu sais, mettons, toi, tu pourrais lire le document du ministère, puis tu pourrais t'en tenir strictement au strict minimum, puis quand même être professeur, puis est-ce qu'il y aurait des répercussions à ça? Non, on pourrait faire juste ça, puis il y aurait aucune répercussion. On est censé être évalué par nos directions de temps en temps. Surtout les premières années avant d'avoir, dans nos 3 premiers contrats, on est vraiment évalué par nos directions, mais c'est des évaluations qui sont très... des petites évaluations, ils passent 1 ou 2 fois, ils demandent un peu à une couple de collègues comment vous êtes, là. Ouais, exactement, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, puis c'est assez de base. Mais sinon, il y a les domaines généraux de formation, les DGF que le ministère nous apporte, qui sont, je les connais pas par cœur, mais exemple, médias et consommation, qui en est un, l'environnement qui en est un aussi, et ainsi de suite, qui sont pas des matières, mais justement des domaines qu'on doit intégrer dans toutes les matières. Donc, en maths, je dois en parler, en sciences, je dois en parler, en histoire, je dois en parler, en français, je dois en parler. Et c'est par ça qu'on va davantage apporter justement notre partie former des citoyens responsables. OK. Donc, mais justement, il n'y a pas de... C'est encore beaucoup plus flou, beaucoup moins concret que nos matières directement. Donc au final, un enseignant peut... pendant une année complète, n'en faire aucunement. Puis il ne se fera jamais taper ses doigts, il ne se fera pas... Excepté que les élèves vont peut-être trouver le cours un peu moins intéressant et stimulant. Ouais, c'est ça. Exact. OK, parfait. Puis, tu sais, là, évidemment, tu es prof depuis une couple d'années. Si on revient un peu vers l'arrière, là, c'est quoi la formation pour devenir prof? Tu sais, c'est quoi ton parcours à toi? Tu as fait ton école secondaire. Après ça, c'est quoi le parcours? Oui, donc en sortant de l'école secondaire, tout dépendant, tu vas être prof en quoi? Si tu vas être prof dans tout ce qui touche sciences humaines, donc histoire, français, arts plastiques, éthique et culture, etc., ça te prend un bac un DEC en sciences humaines au cégep. Et si tu veux être en prof de sciences ou prof de maths, ça te prend un DEC en sciences nature. OK. Un DEC qui est normalement, mettons, 2 ans là, au cégep. Ouais. Exactement. Il y a d'autres manières d'y arriver aussi, surtout pour le bac en enseignement des maths. Tu peux rentrer avec un DEC en sciences humaines, mais avec des cours de maths au cégep. Donc, pour rentrer, essentiellement, c'est surtout le bac en sciences humaines, le DEC en sciences humaines, excuse-moi, que ça prend pour rentrer en enseignement. Et c'est un bac qui est très peu contingenté. Donc, il y a une petite contingention, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais pour rentrer, mais c'est ça, c'est la majorité des gens qui veulent rentrer, là, la très grande majorité sont acceptés.
Puis c'est ça. Donc, prof de maths ou prof de sciences, ça prend des cours de sciences ou de maths au cégep, mais pour le reste, juste un parcours général au cégep, tu peux rentrer. OK. Puis après ça, une fois que dans le fond, toi, si je comprends bien, tu as fait ton DEC en sciences de la nature. Ouais. Puis après ça, tu es rentré à l'université. Puis c'est vraiment, c'est un programme d'enseignement, c'est général ou c'est vraiment, tu es rentré dans un bac qui est fait pour enseigner les maths? C'est un bac qui est vraiment fait pour enseigner les maths, OK. mais le bac, lui, est séparé à l'université de Sherbrooke. J'ai pas pour toutes les universités, mais à l'université de Sherbrooke, c'est vraiment séparé. Il y a une partie où est-ce que j'ai des cours d'enseignement. Ou est-ce que dans mon cours d'enseignement, je suis assis à côté de quelqu'un qui étudie pour être prof en français, l'autre qui étudie pour être prof en univers social, et ainsi de suite. Et j'ai des cours en mathématiques. Ou est-ce que dans mon cours de mathématiques, j'ai des mathématiciens purs qui sont assis à côté de moi, puis j'ai le même cours qu'eux. Okay. Donc, c'est vraiment séparé en deux comme ça. Il y a quelques cours dans la faculté des sciences, comme en mathématiques pures, que c'est un cours qui a été inventé seulement pour ceux qui vont devenir enseignants en mathématiques. Et j'ai quelques cours dans ma faculté d'éducation qui sont faits seulement pour les enseignants de maths, les enseignants de sciences. Mais c'est très peu là, au niveau de nos cours. Là. C'est essentiellement 40 cours à l'université, 5 cours par session, 4 ans de bac. Et c'est environ 5-6 cours que ça représente. Là, les cours vraiment spécialisés pour l'enseignement des maths. Exact. Okay. Puis ces cours-là, le parcours universitaire, c'est quoi que ça vous enseigne? En quoi ça vous prépare à, après ça, faire le métier d'enseignant? Ben, au niveau de la faculté d'éducation, c'est vraiment séparé par thème. Donc, il y a un ou deux cours sur la communication, qui est, à mon avis, il pourrait en avoir 3 et 4. Puis c'est vraiment de quoi qui est hyper important. On a un cours juste sur la pédagogie, donc toute l'histoire un peu de la pédagogie, du chien de Pavlov jusqu'à socio-constructivisme d'aujourd'hui. Donc, tous les courants pédagogiques qui ont passé, puis comment ils s'appliquent dans l'école en ce moment, puis comment qu'on veut le plus possible arriver vers le socio-constructivisme. On a nos cours de didactique qui sont vraiment comment enseigner. Puis que des fois, c'est juste l'utilisation du tableau, les termes que tu utilises ou comment tu places les choses sur le tableau qui vont faire que l'élève va comprendre tout croche ou va comprendre beaucoup mieux, et ainsi de suite. Fait que vraiment comme de structurer ton enseignement. Oui, exactement. C'est comment qu'on apprend en maths, puis l'utilisation des termes, comment je peux faire pour utiliser des synonymes pour tranquillement, pas vite, amener l'élève à utiliser le bon terme spécifique. Des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est dans la faculté d'éducation. On a quelques cours aussi sur les lois qui régissent l'enseignement. On a quelques cours sur la gestion de classe. Donc des petits trucs puis des petites choses de base par rapport à la gestion de classe. Donc ça ressemble essentiellement à ça pour la faculté d'éducation. Et pour la faculté de sciences, ben nous, pour notre cours de maths, c'était vraiment de la maths pure qu'on faisait. Donc, à l'exception de 1 ou 2 cours, mais c'était vraiment, si on faisait de l'algèbre, ben, on faisait des preuves algébriques. Donc, on n'a jamais ou très peu souvent vu ce qu'on allait enseigner au secondaire. Donc, on a vu vraiment ce que quelqu'un qui fait un bac en maths pure à l'université voit. Donc, c'est pour ça que très souvent, il est assis à côté de nous, on fait le même examen, on fait le même cours, etc. OK. Fait que dans le fond, tes connaissances de maths en tant que professeur de maths au secondaire, mettons le niveau secondaire 5, tout ce que tu as vu à l'université, c'est beaucoup plus poussé que ce que tes élèves voient là, à l'intérieur du cours. Oui, clairement. C'était très rare qu'on avait des chiffres en maths. Ouais. Et on travaillait avec essentiellement que des lettres. Et à l'Université de Sherbrooke, qui nous offre la possibilité d'ajouter 1 an à notre parcours, d'avoir notre bac en maths. Un bac en maths pur pour l'enseignement. Là. Donc, c'est vraiment le 2/3 d'un bac en maths qu'on fait lorsqu'on fait notre bac en enseignement. C'est la même chose en sciences aussi. Puis je sais pas si c'est la même chose dans les sciences humaines, mais j'aurais tendance à dire que oui. OK. Fait que dans le fond, pour devenir prof en maths, faut que tu sois faut que tu sois bon en maths. Là. Tu peux pas être, tu peux pas ne pas aimer les maths ou je sais pas ce que tu en penses. Là,
faut que tu aies une connaissance approfondie de ça pour pouvoir le transmettre après ça aux élèves. Ben, pour réussir la formation initiale, clairement. Donc, je sais pas, en pratique, des gens qui n'ont pas cette formation-là, est-ce qu'ils peuvent être bons comme profs de maths? Moi, je pense que oui. Okay. Surtout s'ils sont capables justement de connecter la matière avec la vraie vie de tous les jours. Mais pour réussir le bac, beaucoup de gens ont commencé la première année, on était 45, puis à la fin de la première année, on était rendu 20. Okay. Puis c'était pas nécessairement des gens qui avaient pas le tour avec les enfants ou tout ça. C'était vraiment des gens que, il y a certains que oui, mais la majorité, c'était vraiment les cours de maths qui étaient trop durs. T'sais. Il y a un gros ménage qui s'est fait là. Puis la manière de penser algébrique, la pensée rationnelle, puis être capable de distinguer un peu le concret de la théorie. Il y a trop de difficultés à faire la brisure entre les deux, puis ils ont juste... Ouais, mais est-ce que, tu sais, là, tu me parles des cours de maths quand même avancés. Est-ce que vous avez quand même des cours d'enseignement des maths qui sont adaptés à ce que vous allez enseigner en secondaire, mettons en secondaire 5 dans ton cas, ou ça, vous n'en avez pas vraiment, puis c'est une fois que tu gradues puis que tu as ton poste, que là, tu te replonges un peu plus dans ces matières-là que des élèves de secondaire voient? Bien, nos cours de didactique, quand on fait nos cours de didactique, on utilise la matière du secondaire pour faire des exemples, pour faire nos travaux, etc. Mais j'ai jamais eu de cours où est-ce que voici ce qu'on voit en secondaire 5, puis on le décortique. On le fait un petit peu, surtout avec les cours secondaire 1, secondaire 2, mais on le fait vaguement, puis on le fait davantage pour utiliser la matière pour travailler notre didactique. Mais c'est ça, on a travaillé un petit peu aussi avec la progression des apprentissages, qui est le document ministériel qui nous indique qu'est-ce qu'on doit enseigner à quel niveau. Ouais. Donc, on l'a fouillé un petit peu à l'université et tout ça, mais on n'a pas... on l'a pas décortiqué avec un enseignant de A à Z. Ils disent, si tu es capable de passer au travers de ton bac, mais tu es capable de lire ce document-là, puis d'en prendre conscience, puis de l'utiliser après dans ta pratique. OK. Puis, Christian Deshaies, c'est quoi qui a fait, toi, que tu as décidé de t'enligner dans l'enseignement? Y a-tu un moment dans ta vie, c'est-tu ta famille, tu avais des profs? C'est quoi qui t'a fait découvrir ce métier-là? Là, évidemment, je veux dire, on va à l'école, on le découvre quand on est jeune, mais c'est quoi qui a fait que, OK, moi, je veux devenir prof? Moi, à base, j'ai toujours été un animateur avec mon petit frère et ses amis, ou n'importe quel game de hockey dans la rue, ou n'importe quel game dans le parc. Très souvent, c'était moi qui prenais le lead, puis qui formait les équipes, puis qui m'arrangeait pour que les deux équipes, ça soit serré, puis que des fois, tu mets un handicap à une équipe pour que la game soit plus serrée, qu'elle soit plus le fun pour tout le monde, et ainsi de suite. Donc, j'ai tout le temps eu ça un peu en moi. Mon cégep, moi, je l'ai fait en 3 ans parce que j'avais une carrière en parallèle de cycliste. OK. Donc, j'ai étalé mon cégep pour pouvoir m'entraîner davantage, puis surtout parce qu'à la fin de printemps, puis même début d'automne, là, souvent, je devais partir faire des compétitions aux États-Unis, puis tout ça, donc je manquais beaucoup de cours. Et pendant mon cégep, justement, à l'extérieur de ce début de printemps-là, puis début d'automne, mais j'avais quand même beaucoup de temps parce que j'avais moins de cours. Donc, j'ai eu la chance de travailler beaucoup plus. Puis, j'ai travaillé comme animateur à l'école Saint-Viateur. Okay. Je pense que j'ai eu la chance de t'animer sur l'heure du midi. Là, j'en souviens. Une couple de fois. Donc, en secondaire 4, en secondaire 5, tous mes midis, j'allais à Saint-Viateur pour animer. Déjà là, je pognais j'aimais beaucoup ça. C'est très rare que c'était lourd. Puis ça m'a donné une bonne expérience de ce côté-là. Fait que le côté prof d'éduc, comme ça m'intéressait un petit peu avant même d'aller au cégep. Rendu au cégep, avec mon horaire plus là, j'ai fait de la suppléance au secondaire. Puis d'ailleurs, il en manque encore des suppléants pour ceux qui... Quand tu es capable de passer au travers d'une suppléance, habituellement, tu es capable d'être de plusieurs suppléances en ligne, puis tu aimes ça, puis tu as l'impression que les jeunes ont aimé ça aussi. Mais souvent, c'est un bon signe parce que... Je me rappelle de mes suppléants qui sont venus, puis je me rappelle qu'on était un peu tannant quand on était au secondaire. Fait que ça, j'ai fait beaucoup de suppléances en éduc, puis parce que justement, j'étais sportif, j'avais déjà fait de l'animation primaire, je connaissais le fonctionnement, capable de dealer avec les jeunes demoiselles qui n'ont pas leur linge, qui veulent pas bouger, puis là, trouver un deal avec eux autres pour qu'ils bougent un peu pareil, et ainsi de suite, ou qu'ils aillent chercher leur linge dans leur case parce qu'ils te mentent en pleine face, mais tu l'avais compris qu'ils te mentent en pleine face. Donc, ça, puis on m'a offert de faire de la suppléance en maths parce qu'en étant jeune, je devais être bon avec les technologies et ce qui était
pas vraiment vrai. J'étais quand même assez à l'aise parce que je vais l'apprendre. J'avais très peu de techno dans la vie de tous les jours. Et il y avait un prof qui devait prendre un 3-4 jours de congé, je sais pas pour quelle raison, mais lui travaillait avec un tableau interactif. À l'époque, là, en 2006-2007, c'était tout nouveau, tout beau. Puis très peu de profs qui savaient travailler avec ça. Donc, je savais faire une couple de suppléances en haut, à Polyvalente, sur les étages. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Ça a super bien été. Les cours sont vraiment bien passés. C'était de la maths de 3. Puis, justement, les élèves étaient très contents de ma présence. Puis tout ça, j'étais capable de répondre à leurs questions du tac au tac. Puis, ça allait bien. Puis après ça, ils m'ont rappelé pour d'autres suppléances en maths. Puis, ça a donné que ça, c'était au mois de novembre. Fait que j'en ai fait en novembre, j'en ai fait en décembre. Puis au mois de janvier, il y a une enseignante qui est tombée en congé maladie. Et là, on m'a demandé de faire la première semaine parce qu'elle aussi avait commencé de travailler avec le tableau interactif. J'ai fait la première semaine, ils n'ont trouvé personne pour la remplacer. J'ai fait la deuxième semaine. Et de fil en aiguille, je me suis ramassé responsable de 75% de tâches. Ils ont pris un groupe qui ont donné à une autre enseignante. Mais au final, j'avais vraiment 75% de tâches d'un vrai enseignant de janvier jusqu'à avril. Ça, c'est en même temps que tu étais au cégep. En même temps que j'étais au cégep. Fait que des fois, je disais, mon cours de bio, j'irai pas parce que j'ai un cours à donner. Puis des fois, là, je vais me trouver un suppléant parce que là, ça fait 3 cours de bio que je rate. Il faudrait bien que j'aille à un de mes cours de bio de temps en temps. Donc, j'ai fait ça un 4 mois de vrai enseignement. Puis ça, c'était juste avant de faire mon choix final de carrière, en fait, parce que je terminais mon deck. Mm-hmm. Puis c'était déjà un petit peu, j'hésitais entre actuaire, architecte et enseignant de maths. Donc, dans les 3 cas, c'est quand même beaucoup assez relié avec les chiffres, avec la pensée un petit peu plus algébrique, avec les contraintes et ces choses-là. Puis c'est ça, c'est le contact avec les jeunes, puis le fait que des fois, tu peux... C'est changer la vie d'un jeune, mais ça peut être juste 1% de sa vie qui change, mais pour lui, ça fait un énorme impact qui m'a décidé d'aller justement là-dedans. Pourquoi je suis pas allé comme prof d'éduc? De un, je voyais qu'en maths, il en manquait beaucoup à Amos. J'avais vraiment envie de revenir à Amos. Donc, je me disais que rapidement, je vais pouvoir avoir beaucoup de jobs. Puis comme de fait, j'ai eu mon poste, ça a pris 3-4 ans. J'ai jamais manqué de job. J'ai tout le temps été... 80% de tâches ou plus. Okay. Avant même d'avoir fini mon bac, en fait, parce que j'ai fait mon stage 4 en emploi. Okay. Puis justement, après 3 ans, j'ai eu mon poste, puis ça a été vraiment vite de ce côté-là. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'en maths, c'est une matière qui est considérée comme plus importante aux yeux des élèves, contrairement à l'éducation physique. Donc, c'était de ce côté-là, je trouvais ça plus intéressant aussi d'enseigner de quoi que tu sais que les élèves vont s'investir davantage. Ou du moins, ils ont des bonnes raisons de s'investir davantage que dans un cours d'éduc. Ça me tentait pas nécessairement de gérer les élèves que des fois en éduc, ça leur tente pas pantoute. Mais en maths, quand ça leur tente pas pantoute, ils cassent pas ton cours. Versus en éduc, quand ça leur tente pas, tu fais une passe à quelqu'un qui ça ne tente pas, il botte la balle à l'extérieur, c'est plate pas mal. T'sais. Exactement. Puis c'est-tu un peu pour ça, tu nous parlais au début que toi, tu enseignes au secondaire en SN. C'est-tu un peu pour ça que c'est comme ta tâche rêvée, mettons? Parce que ces élèves-là, souvent, c'est des élèves qui vont pousser les maths, ils veulent continuer après ça au cégep. C'est une des raisons pourquoi tu aimes avoir ce groupe-là? Oui, exactement. Le défi intellectuel des maths, c'est ça qui m'attire aussi. Okay. Donc, vraiment, d'avoir un problème devant moi, avoir besoin de me creuser la tête, puis d'essayer de le résoudre, ça m'anime énormément. Donc, la même chose du côté des élèves, d'avoir à leur apporter ça, puis ça, j'aime vraiment ça. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé en enseignement des maths au lieu d'aller en enseignement d'éthique. Fait que si on comprend bien, pour quelqu'un qui nous écoute en ce moment puis qui pense peut-être devenir professeur, un conseil de Christian Deshaies, c'est va comme remplaçant une couple de semaines, une couple de jours, donne ton nom, ça va te donner une maudite bonne idée de c'est quoi la job, puis de ce que tu fais réellement en tant qu'enseignant, dans le fond. Oui, c'est sûr qu'au niveau de la confiance, au niveau de la communication, au niveau de plein de compétences comme ça se développe avec le temps. Mais au final, être à l'aise avec les gens, être à l'aise d'improviser, être à l'aise de réagir du tac au tac, tout dépendant qu'est-ce qui se passe. Il y a un élève qui commence à écœurer l'autre, comment tu réagis.
la confiance que tu as dans des situations comme ça, je pense que tu es souvent rendu à 17, 18, 19 ans, on a assez de bagages dans la vie pour savoir, est-ce que je vais aimer ça à long terme ou pas. Là. Je vais-tu être confortable dans cette position-là devant un groupe de... Parce que je veux dire, les classes aujourd'hui, c'est rendu des trentaines d'élèves, j'imagine? Oui, c'est très variable, mais c'est surtout que les classes sont rendues de plus en plus hétérogènes. Donc, on le vit depuis quelques années, il y a de moins en moins d'échecs possibles. Fait qu'un élève qui a 30%, mais on le fait passer pareil au prochain niveau, et ainsi de suite, parce qu'il y a des recherches qui sont sorties que de faire doubler un élève, c'est pas bon. Je pense que de le faire passer avec une note aussi lamentable, c'est pas bon non plus, mais ça, on n'a pas nécessairement de recherche de fait là-dessus. Mais il y a ça, fait qu'on fait passer les élèves de plus en plus, donc c'est des classes de plus en plus hétérogènes, donc il y a des niveaux de force vraiment différents au sein de la même classe. Donc il faut être capable de s'adapter à ça. C'est sûr que notre enseignement, malheureusement pour certains élèves, va toujours être davantage pour ceux qui ne passent pas ou pour ceux qui sont proches de passer ou pour ceux qui passent, mais qui sont vraiment limite, contrairement à notre 5-10% de la classe qui ont des très, très, très bonnes notes, qui sont sacoches, qui font tous leurs devoirs, qui écoutent attentivement, qui font... Ils mériteraient d'en avoir plus, mais malheureusement, on n'a pas les ressources pour leur en donner plus. Fait que parce que, justement, on essaie de faire passer les 2-3 élèves de plus à 60%. C'est peut-être, quand je parlais de mon bouillonnement tantôt, c'est peut-être ça qui va changer un petit peu avec si on enlève un petit peu de contraintes au niveau du seuil de passation puis que les notes commencent à disparaître un peu plus, et ainsi de suite, on n'a plus le stress de 60% là. Puis on va peut-être pouvoir, justement, en donner plus entre parenthèses, ceux qui en méritent plus. Mais c'est sûr qu'il faut avoir en tête que l'enseignement, puis ça c'est important, c'est l'enseignement obligatoire depuis 1960, le rapport parent de 62. C'est fait pour tout le monde. Puis dans le fond, un peu de politique, mais plus que les gens sont éduqués, plus que notre société se porte mieux, moins qu'on a besoin justement de filets sociaux et de choses comme ça. Puis l'école obligatoire est faite vraiment pour apporter le plus de gens possible vers le haut et non pour monter ceux qui sont hauts encore plus haut. Donc ça, c'est de quoi qui est important à savoir quand on se lance en enseignement. C'est pas... oui, même quand je fais de la maths forte, mais souvent je fais de la maths forte pour ceux davantage. Oui, mes jeunes qui ont 90, 95, j'essaie de les nourrir le plus possible, mais c'est surtout ceux qui ont 55, 60, 65 que je vais... Quand mon 25% de planification, c'est à eux autres que je pense le plus. Exact. Fait que dans le fond, c'est ça. Dans ton rôle, il faut que tu sois allumé parce qu'il faut que tu checkes, OK, ils sont rendus où mes élèves, qui est juste sa limite, qui faut que j'en donne un peu plus. Fait que c'est une grosse gestion. Dans le fond, c'est gérer une équipe sportive un peu. Là. Effectivement, c'est un gros parallèle qui ressemble beaucoup à ça. C'est sûr qu'on a... Ce qui est plus difficile, c'est qu'on a moins l'objectif d'équipe. Souvent, l'élève qui a 95, qui a 90, il comprend pas pourquoi il devrait aider celui qui a 55, 60 à aller plus haut, surtout quand celui qui a 90, 95, il écoute, il fait tous ses devoirs, il s'accroche, puis celui qui a 55, 60, il fait pas tous ses numéros, il parle en classe, il dérange de temps en temps, il fait pas ses devoirs, il étudie plus ou moins, etc. Donc c'est ça, c'est vraiment comme gérer une équipe, sauf que ton équipe, ils savent pas qu'ils ont le même objectif, là. Ouais, exact. Fait qu'un petit message aux étudiants à Chris qui ont 55, 60, peut-être écouter un peu plus. Fait que pour revenir un peu au niveau de formation, tu parlais tantôt de ton stage 4 que toi t'as fait là, comme à titre d'enseignant, dans le fond, si je comprends bien, là, ou quasiment. Oui. Est-ce qu'à la fin de ton parcours universitaire, tu te sentais prêt à enseigner? Je me sentais prêt à enseigner, oui et non. Je te dirais, de moi, n'importe quel cours, je vais être capable de préparer un cours en fonction de ça. Je vais être capable de sortir de la progression des apprentissages puis de regarder jusqu'où l'élève doit se rendre. De manière très concrète, l'examen de fin d'année de cet élève-là devrait ressembler à quoi? Ça, tu sais, à quel point il doit se rendre loin dans, mettons, la résolution d'équations degré 1, mais à quel point on met des chiffres à virgule, on met des fractions, on met des nombres qui rendent ça complexe, ou à quel point on garde ça straight. Ça, un peu moins à l'aise, mais essentiellement, non, n'importe quel cours, je me sentais relativement
prêt à l'enseigner. Par contre, avec le temps de planification que j'ai entre deux cours, avec toutes les petites contraintes de surveillance, de récupération sur l'heure du midi, puis ces choses-là, c'est sûr que dans mes premières années, je ne considérais pas que j'avais assez de temps à l'intérieur de mon fameux 32 heures pour préparer mes cours, pour faire les recherches que j'avais le goût de faire, puis surtout pas pour faire les recherches pour intégrer les domaines généraux de formation. Donc, intégrer vraiment la partie citoyen responsable dans mes cours. Là. Exactement. Puis ça, je voulais qu'on en parle un peu justement de comment... Est-ce que ton cours, quand tu sors de l'université, j'imagine que les premières années, il faut que tu montes un cours qui a de l'allure. Fait que j'imagine que les premières années, en termes de volume d'heures que tu dois investir dans une semaine pour donner un cours de qualité, doit être plus important que, mettons, aujourd'hui, quand tu es rendu avec de l'expérience. Puis là, tu sais un peu plus, ton cours est rodé, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Bien, c'est sûr que les premières années, tu y vas plus simple versus les années que tu as plus d'expérience. Souvent, tu t'engages dans des exercices ou dans des projets qui sont plus complexes là, avec les élèves. Mais aussi, l'autre chose dans les premières années, c'est que souvent, tu as des tâches qui sont plus séparées. Donc, exemple, ma première année, j'enseignais sciences de 1, sciences de 2, maths de 1 et éthique et culture religieuse de secondaire 4. Donc là, j'avais 4 cours différents à enseigner, dont des cours de sciences que je ne suis pas formé pour, donc de l'éthique que je ne suis pas formé pour non plus. Comment faire des labos en sciences, aucune idée, etc. Donc, c'est pour ça que les premières années, souvent, on garde ça beaucoup plus simple. Mais habituellement, les enseignants, nos collègues sont très, très, très aidants. Donc, mes premières années... il n'y avait pas nécessairement de mentorat d'établi, ce qui serait une bonne idée, puis ce qui s'y jase aussi dans le milieu depuis quelques années, de dire vraiment un enseignant, ben, c'est reconnu dans sa tâche qu'il doit mentorer un nouveau. Donc, ça serait vraiment utile. Mais tu sais, à toutes les fois que j'avais des questions, les enseignants étaient super contents de m'aider, mes collègues, puis ça m'a aidé énormément. Donc, j'arrivais à faire un petit peu plus justement de citoyens responsables puis de sortir de mon cours grâce à eux autres parce que le de base, vraiment, qu'est-ce qu'ils doivent absolument avoir puis il ne faut pas que je passe à côté, mais j'étais capable de le faire plus facilement parce que j'avais des bons coups de main. OK. Puis, fait que dans le fond, une semaine, mettons, aujourd'hui, tu as de l'expérience, ton cours est relativement rodé de ce que je comprends, tu as l'air d'être un bon prof. C'est quoi, mettons, une semaine, là, c'est combien d'heures à peu près? Y a-tu des variances? C'est-tu, mettons, quand la période d'examen arrive, puis la période des bulletins, as-tu beaucoup plus d'heures à mettre ou c'est pas mal tout le temps un 40 heures, un 32 heures? Ça ressemble à quoi? C'est très, très, très variable. Je te dirais, quand les bulletins arrivent, mais souvent, c'est les bulletins, mais aussi beaucoup de corrections, parce qu'il y a beaucoup d'examens juste avant la période de bulletins. Les débuts de chapitre, souvent aussi, là, on regarde notre chapitre au complet. Des fois, on veut changer des affaires, donc ça a un effet boule de neige sur tout le reste du chapitre. Il faut tout réadapter un petit peu notre chapitre. Donc, très souvent... Début de chapitre, fin de chapitre, c'est plus rock'n'roll un peu. Puis souvent, après la fin de chapitre, il y a le début du prochain. Ouais. Donc, c'est des semaines qui sont plus rushantes. Puis les milieux de chapitre, souvent, du moment que notre examen de fin de chapitre est fait et prêt, c'est pas mal plus mollo. Okay. Puis là, quand on arrive dans la fin de chapitre, ben là, c'est le cours pré-examen, souvent révision, examen, c'est des cours très mollo. Examen, c'est une surveillance, essentiellement. Ouais. Puis après ça, ben là, vient le temps de correction et début de prochain chapitre. Donc, c'est sûr qu'au niveau des heures, c'est variable. Ça dépend beaucoup de la correction. Puis après ça, la planification, souvent, ça dépend à quel point les gens sont à l'aise de... Exemple, moi, je suis relativement à l'aise de dire, bon, ben, je vais faire ma planification pour demain. Puis, à la limite, je me coucherai plus tard. Puis, etc. Puis d'autres personnes qui préfèrent vraiment travailler de 8 à 4. Puis ils veulent pas sortir de leur 8 à 4 à cause de raisons familiales, raisons personnelles, et ainsi de suite, puis c'est bien correct. Donc, eux autres, ben, souvent, leur cours, il faut qu'ils soient prêts 2 semaines d'avance ou 3 semaines d'avance parce qu'ils savent qu'après ça, ils ont des journées, des fois, des journées de 4 cours qui sont plus difficiles ou des choses comme ça. Fait qu'au niveau des heures, c'est variable. Je dirais que ça ressemble à du 35 heures par semaine. Avec quelques semaines à du 40, 45 quand c'est bulletin, correction, des choses comme ça. Puis
Puis au niveau, c'est beaucoup plus au niveau du stress puis de la charge mentale que là, il y a des semaines de 35 heures, de 40 heures qui peuvent paraître comme au niveau de la fatigue du 55 puis du 60. Là. Okay. Qui sont en plus difficiles, quand on a beaucoup de suivi individuel d'élèves à faire, des appels aux parents, des rencontres avec la direction, des choses comme ça, qui sont plus lourdes au niveau de la charge mentale, davantage que le nombre d'heures qu'on a à faire. OK. Fait que c'est ça. Fait que si je comprends bien, dans le fond, tes heures que tu mets, en fait, sont très modulables en fonction de comment tu es comme personne à titre d'enseignant. Toi, par exemple, justement, comme tu nous dis, des fois, tu te couches un peu plus tard, tu planifies pour demain. Des gens qui ont des situations familiales différentes. C'est modulable, c'est pas comme un package, puis tu commences à enseigner, puis that's it, c'est ça que tu fais. Là. Non, ça dépend beaucoup de la tâche que tu as aussi. Quand tu as beaucoup de cours différents, mais c'est sûr que ça va être plus lourd. Mais mes premières années, c'est sûr que je travaillais, je te dirais, pour... j'avais des contrats à 80%, puis probablement que je mettais encore plus de temps qu'en ce moment que j'étais à 100%. Okay. Mais ça dépend aussi beaucoup de la direction. Il y a des directions qui sont plus strictes sur l'encadrement des heures mises. Puis il y a des directions qui font beaucoup plus confiance. Puis ils s'attendent à ce que le travail soit bien fait. Puis si le travail est bien fait, bien après ça, peu importe comment tu le fais, eux sont satisfaits. Donc, ça dépend beaucoup de ça aussi. Avec mes anciens collègues d'université, là, qu'on jase quand on se rencontre, puis que c'est très, très, très différent d'une école à l'autre. Donc, c'est ça, c'est très modulable. On a souvent une liberté professionnelle assez grande là-dedans. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. OK, très cool. Puis, mettons, toi, y a-tu quelque chose que tu aurais aimé savoir, que tu sais aujourd'hui de la job de prof de maths, que tu savais pas quand tu as commencé, puis que l'avoir su, ça t'aurait préparé différemment, tu aurais eu plus de facilité au départ? Ou quand tu as commencé, tu étais comme, OK, je sais où je m'enligne? Puis... je te dirais au niveau de la job de prof de maths, d'enseignement, puis tout ça, j'étais pas mal bien enligné. Ce qui change beaucoup plus, c'est vraiment au niveau des responsabilités hautes, toutes les petites choses que les gens ils savent pas. Là, donc, être un tuteur de classe, qu'est-ce que ça implique, les plans d'intervention, qu'est-ce que ça implique, puis toute la lourdeur administrative de certaines choses mises en place par le ministère, là, que ça, c'est plus lourd. Puis sinon, ben, c'est la charge mentale à long terme qui des fois peut être éreintante. Là. Je pense que j'avais un conseil à donner aux futurs enseignants ou ceux qui commencent dans le domaine, là, c'est vraiment d'avoir une réflexion profonde sur quelles sont tes limites. Puis après ça, ben, c'est de te donner des moyens pour ne pas les dépasser. C'est sûr que la gestion de classe est un gros facteur de réussite ou d'échec dans la continuité des enseignants. Donc, on va être proche de nos élèves. On veut les comprendre, on veut les aider, on veut pas que ça soit lourd d'être en classe. On veut que les élèves aient envie de venir dans notre cours, peu importe la matière, parce que c'est pas lourd nécessairement, mais en même temps, on veut leur mettre des conditions qui apprennent le plus possible. Donc, on veut pas que ça soit la jungle non plus, puis que n'importe qui peut faire n'importe quoi, n'importe quand. Donc, ça, c'est une chose qui à long terme, tu le fais en suppléance, tu le fais une année, tu le fais 2 années, mais à un moment donné, il faut que ça soit en lien avec tes valeurs pour avoir de la pérennité là-dedans. Puis en terminant, la dernière petite question que j'aurais pour toi, tu sais, on parle souvent, ou un mythe, c'est-tu un mythe, je sais pas, c'est toi qui vas me le dire, mais on parle souvent, tu sais, les profs, t'as tes fins de semaine, t'as tes étés, t'as des congés dans le temps des fêtes. À quel point ces moments de congés d'enseignement-là, c'est réellement des congés? Tu sais, toi, est-ce que l'été, par exemple, tu décroches là, du 23 juin jusqu'au début septembre, complètement, tu penses pas à l'école, ou faut que tu commences à y penser au mois d'août, commencer à faire des planifs dans le temps des fêtes? C'est un peu le même principe. Les fins de semaine, j'imagine, quand des périodes plus stressantes, j'imagine que tu as de la correction à faire, des choses comme ça. Tu sais, ça ressemble à quoi à ce niveau-là? L'été,
L'été, en ce moment, c'est vraiment une vraie période de repos, de vacances. Par contre, les vacances commencent davantage le 1er juillet puis se terminent à peu près le 20 août. Okay. Je dirais 22, 23, les premières PE commencent. Puis très souvent, les PE de début d'année, on a beaucoup de réunions, d'informations, de nouvelles procédures, des choses comme ça. Puis on arrive à notre premier cours, puis notre cours 3, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'enligne. Okay. Surtout avec les nouveaux profs. Là, moi, je l'ai vécu entre justement mes années 2, 3, 4, 5, 6. L'année 6, c'était pas mal moins stressante que l'année 2, 3, 4. Là. Fait que les premières semaines sont quand même stressantes quand tu reviens. Là. Tu reviens de ton été, tu étais super relax, puis là, paf, ça part. Puis, ça part vraiment raide. Là. Oui, effectivement. Mais c'est ça. L'été du 1er juillet au 20 août, ça, c'est des vraies vacances. Sinon, le temps de Noël, ben, ça dépend des étapes, des bulletins puis des choses comme ça. Mais, tu sais, moi, depuis que j'enseigne, j'ai toujours corrigé dans le temps de Noël. Là. Le 23, le 27, le 28, le 31, peu importe. Okay. J'ai toujours eu une couple d'heures de correction à mettre dans mon temps de Noël. J'aurais pu organiser mon horaire différemment pour le faire en revenant de Noël ou le faire différemment pour clencher ça. Mais tu sais, ça rentre pas ou très, tu sais, j'aurais pu l'étaler sur 4 semaines, ma correction, pour le faire entre 8 et 4, mais pour l'élève, j'aime mieux me clencher un samedi 23 décembre, un 5-6 heures de correction pour qu'il ait sa note avant Noël, puis la tête en paix, OK, ça a bien été, c'est numéro 1, puis en revenant du temps de Noël, ben faire le retour sur l'examen, puis ça fait office de révision, puis en même temps, c'est réglé. C'est des questions plus précises, on récup, puis après ça, on passe à autre chose. Okay. Il y a ça aussi beaucoup au niveau des bienfaits de l'apprentissage dans le temps. Des fois, on doit faire des choses qui doivent être faites là, puis si tu le fais dans 3 jours, ben c'est beaucoup moins utile pour l'apprentissage. Donc, il y a des profs qui le font 3 jours après, puis qui décident, qualité de vie, ainsi de suite, je me coucherai pas à minuit parce que mes élèves ont besoin de leur examen demain. Puis il y en a d'autres qui le font. Fait que c'est, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de liberté professionnelle là-dedans. OK, super. Ben écoute, Chris, un gros merci d'avoir pris le temps matin de venir nous jaser de Stadia. Je pense que c'était très intéressant. Puis j'espère là, que les gens à la maison puis les jeunes qui veulent peut-être s'enligner là, dans le métier d'enseignant, ben, que vous aurez appris quelque chose. Puis je vous invite à aller fouiller un peu plus là, sur Internet puis peut-être là, aller donner des cours. Là, justement, il manque de profs, il manque de remplaçants. Fait que si jamais ça vous intéresse de plonger un peu plus là-dedans, on vous invite à le faire. Donc, un gros merci tout le monde. Puis on se rejoint pour un prochain épisode. Merci Alex.